Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce mercredi 7 septembre 2022. Eh bien, on parle essentiellement éducation ce matin avec dans le viseur la rentrée scolaire 2022-2023. Les acteurs du système s'apprêtent à reprendre le chemin des classes, seulement que certains ne semblent pas y aller avec assez d'enthousiasme. Beaucoup estiment qu'il y a des préalables non négligeables qui datent des années, mais que l'exécutif jusque-là n'a pas satisfait. Les enseignants réunis au sein de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale affiliés à la CSA Bénin sont montés au créneau vendredi dernier. Ils exigent du gouvernement un certain nombre de choses, notamment des conditions qui garantissent une année scolaire apaisée et réussie. On évoque les grandes lignes de ces exigences dans nos discussions de ce matin. Plus loin, dans Durales Cedles, on parle de l'adoption internationale telle que prévue par le corpus législatif en vigueur en République du Bénin. C'est Maître Alessandrine Saizonou-Bédier qui nous éclaire. Elle sera sur le plateau dans la seconde partie de votre matinale. À suivre également les autres articulations de votre émission à décliner au fur et à mesure qu'on évolue. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, on va prendre les informations à la une des parutions de ce mercredi, à commencer par le quotidien Maison Fraternité qui parle éducation également pour une année scolaire et universitaire 2022-2023 apaisée, les exigences de la FEDECEN, CS, les autres acteurs de l'école invités à œuvrer pour un dialogue sincère. Boniface Servo sur les méthodes contraceptives traditionnelles. Quand les consignes ne sont pas respectées, il y a des conséquences sur la santé. Achetez Fraternité, vous avez le reste des détails. Le journal Fraternité qui donne à lire également dans ses colonnes la liste des 1300 admissibles dans le cadre donc du concours d'entrée à la police républicaine. Dassoukui Issifou Sidi, membre du bloc républicain sur le développement de la commune de Parakou, il est difficile de porter les problèmes de la ville vers ceux qui nous gouvernent. Ce sont ces propos relayés par le quotidien Fraternité. On est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation. Supposé ménage non relogé à Plakodji, le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, clarifie. Il faut dire que le ministre du cadre de vie et du développement durable est revenu à la charge au sujet du dossier de Plakodji et donc face à la presse, c'était hier, le ministre ne reconnaît pas l'existence de sinistrés non relogés et relève des insuffisances dans la liste fournie par les plaignants. On va entendre le ministre du cadre de vie tout à l'heure dans le
bulletin matinal présenté par Clément Achadé et dans le reste de nos éditions. À la une maintenant de Matin Libre, j'ai vidé la question de Klakodji. Toujours les propos donc du ministre du Cadre de vie. Donato ferme et trop sûr de son affaire, tout de même évasif sur certains points, selon Matin Libre. Législative 2023, Kama Ouassangari attaque une décision de la Sénat. Il demande à la Cour de faire inscrire une nouvelle pièce, précise Matin Libre. Le leader du jour. Quelques jours après la naissance de la nouvelle entité politique, Joseph Djogbenou fait une descente inaugurale au siège de l'Union progressiste Le Renouveau à Porto-Novo. Et puis, supposée fraude sur documents d'identification, la NIP répond aux affabulations de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Les 4 vérités, retour des vacances du gouvernement et rentrée scolaire 2022-2023, talons face aux revendications des travailleurs et des enseignants. Après plus de 30 ans de carrière en journalisme et en consultation politique, Distel Amoussou dit pourquoi il vient en politique. On l'entendra tout à l'heure dans le bulletin matinal et dans le reste de nos éditions. À la une maintenant de Le Potentiel, bradage des réserves administratives à Djimé Sud, à Abomey, Liberté ou prison, Blaise Aranzo, Glélé, Fortuné Nouati, acculé. À la Queulelé, les présumés criminels fonciers défilent depuis 2 semaines devant les OPJ. Quotidien Palmarès, pour officialiser et formaliser son entrée en politique, Distel Amoussou atterrit au BR, le bloc républicain. Il s'engage à travailler pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles pour en faire des socles de développement du Bénin. L'investigateur du jour, Distel Amoussou au bloc républicain, l'ancien chroniqueur politique d'attaque pour la sauvegarde des réformes de talon. Et puis maintien du siège de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou, fidèle à une décision prise au cours de la création du parti. Quotidien La Boussole, Assemblée nationale du Bénin, un projet de loi en faveur des victimes en mission commandée en gestation. Et puis, 5e session extraordinaire de 2022, il y a la ville de Porto-Novo qui est dotée de son premier collectif budgétaire de l'année. On revient très rapidement à la une du quotidien Fraternité pour une année scolaire et universitaire 2022-2023. Apaiser les exigences de la FEDESEN CSA. Les acteurs, les enseignants réunis au sein donc de ce syndicat sont montés au créneau vendredi et exigent un certain nombre de choses du gouvernement dont nous allons parler tout à l'heure dans nos discussions. Les autres acteurs de l'école invités à œuvrer pour un dialogue sincère. Boniface Servo sur les méthodes contraceptives traditionnelles. Quand les consignes ne sont pas respectées, il y a des conséquences sur la santé. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Eh bien, Clément Achadé va nous rejoindre tout à l'heure. Il va nous présenter le bulletin matinal. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay, guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball.
C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Wahab, bonjour à toutes et à tous. Le bulletin matinal, c'est avec vous. Oui, et dans les titres, ce matin, Wahab Alikbara, en politique, Distel Amousson laisse son âme de journaliste et atterrit en politique. Son entrée dans l'arène politique s'est faite par une déclaration d'adhésion au bloc républicain hier, mardi. Les raisons de son choix à suivre dans le mini-journal de la matinale. À suivre également les 200 présumés anciens occupants du quartier Kwakodji à Cotonou qui réclament l'accompagnement de l'État ne peuvent pas bénéficier du traitement social du gouvernement. En tout cas, Didier José Tonato face à la presse hier était resté très ferme. Selon le ministre du cadre de vie, leur information ne figure pas dans les données du ministère collectées à la faveur des opérations de recensement et de relogement des occupants. Allez, on va compter sur... voilà. Allez, Clément Tchadé l'a annoncé tout à l'heure et on a consulté également les gros titres qui nous parlaient donc de Distel Amousson où l'information est donc devenue officielle. Le journaliste chroniqueur Distel Amousson fait son entrée en politique et pour mener son combat pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles telles qu'engagées par le chef de l'État Patrice Talon. L'homme s'engage avec le bloc républicain du ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchané. Idrissou Boukari et Mofil Sagbouan étaient lors de la cérémonie qui a consacré la déclaration officielle d'entrée en politique de Distel Amousson. On écoute l'homme tout simplement. Mesdames, messieurs, je n'invente pas le fil à couper le beurre. Je ne fais qu'un pas pour me retrouver dans un marigot dont je ne connais que trop bien la profondeur et la structure. Je suis parfaitement conscient de l'acte que je pose devant vous aujourd'hui. Je sais que je viens dans un milieu trouble, méchant, occulte, avec des travers et des péripéties. Mais c'est ce milieu qui fait aussi d'hommes et de femmes intelligents qui nous dirigent et qui forge le destin de millions de Béninois. Afin de donner un sens à cette lutte, je me trouve dans l'impérieuse nécessité stratégique de faire mon entrée en politique. C'est un choix bien pensé, c'est un choix libre. C'est donc en toute responsabilité que pour la suite de mon plaidoyer pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours chez nous, j'ai décidé d'intégrer le bloc républicain. Pour ce que ce grand parti politique est à mes yeux, et après avoir échangé avec les responsables au plus haut niveau de tous les grands blocs politiques de notre pays, le bloc républicain est en effet la réelle incarnation d'un parti national. Il est dirigé par un grand homme, pétri d'expérience, dont le parcours, la sérénité et le management forcent l'admiration, mon admiration. Je veux citer le secrétaire général national, le camarade Abdoulaye Biot-Tchané. C'est une formation qui n'étouffe pas pour des considérations claniques, sectaires et divisionnistes du type d'une certaine ère culturelle en vogue ailleurs. Je vis au bloc républicain pour rester mon moi que j'imposerai et qui sera respecté. Je vis au bloc républicain et que les instances de ce parti le retiennent. Je viens pour ma liberté de mobilité, de pensée, dans le respect de la discipline du groupe. En réalité,
les redoutables opposants de Patrice Talon sont encore et surtout dans sa mouvance. C'est envers et contre ces opposants dissimulés, camouflés et fardés que nous devons mener le plus farouche combat. Et je suis déjà prêt. Je fais le saut et j'invite tous ceux qui, comme moi, pensent à la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays à nous rejoindre. Distel Amoussou, sur des propos recueillis par Idriss Boukari et Moufid Sagouan. Distel Amoussou qui, à travers cette déclaration, fait son entrée en politique et atterrit au niveau du bloc républicain. Allez, on va évoluer et parler sécurité alimentaire maintenant avec le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Clément Tchadé. Oui, il y avait un document donc de politique de sécurité des systèmes d'information qui a été validé hier. Le document en étude vise à sécuriser, à sauvegarder les données agricoles au Bénin. Les travaux se tiennent à Cotonou et se tiennent sur 2 jours. Fortuna Yalala, Ingrid pour le point. Ces travaux sont initiés pour valider les documents de politique de sécurité des systèmes d'information au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est à cette tâche que sont invités ces acteurs de la chaîne agricole, élaborés par le cabinet GAFNET avec l'accompagnement des structures techniques du ministère. Le document vise à sécuriser et à sauvegarder l'ensemble des données agricoles du Bénin. Il est attendu de vous de donner votre appréciation sur son contenu, d'analyser les stratégies proposées et d'apporter vos précieuses contributions à son amélioration en vue donc de sa validation. Financé par l'ambassade des Pays-Bas, le projet ACMA 2 développe depuis 3 ans des outils à base de technologies de l'information et de la communication. Ceci pour accroître la productivité des interventions au sein des chaînes de valeur ciblées, dont le maïs, le soja, l'huile de palme, le manioc et l'arachide, et pour éviter la perte de données. À la fin du projet, les plateformes digitales dédiées à l'agriculture, appelées SIM et SIFT, ont été transmises au ministère à l'occasion. Nos actions s'articulent autour de l'amélioration de la productivité agricole, de la commercialisation et de la professionnalisation agricole des acteurs et enfin l'amélioration du climat des affaires au niveau local. Nous voudrons dire là la mobilisation de l'autorité, des autorités locales et pour pouvoir discuter sur des questions qui empêchent les acteurs à mieux commercer, à mieux mener leurs activités économiques. Une fois affiné, ce document mis en œuvre par l'IFDC en consortium avec Cœur International Bénin-Togo et l'Institut Royal des Tropiques basé au Bénin va permettre aux acteurs concernés de sécuriser et de sauvegarder les données agricoles pour une durée de 3 ans. Et puis, le projet de surveillance des frontières terrestres et maritimes a été lancé hier à Cotonou. Il permet au Bénin, une fois opérationnalisé, d'assurer la sécurité de ses frontières à travers des logistiques nouvelles, mais aussi pour annoncer la mise en service dans quelques mois pour la sécurité des investissements au pays. Regardez. L'opérationnalisation du projet de surveillance des frontières terrestres et maritimes d'Ilakondi et de Sémékraké ne reste plus que quelques semaines. Un projet qui matérialise une ambition du chef de l'État Patrice Talon, né en 2018 après sa visite au Premier ministre norvégien. Dès la mise en service, le Bénin va être doté de nouvelles logistiques et d'infrastructures renforçant le système sécuritaire de ses frontières. Ceci grâce à l'appui de la société logistique Vissim. Cette collaboration va donc permettre de garantir la sécurité des investisseurs actuels et futurs. Les objectifs spécifiques vont se décliner sous 2 axes. D'une part, des objectifs de nature sécuritaire, comme je l'ai dit, visant à sécuriser l'environnement, le rendre attractif aux investissements, recueillir du renseignement, conserver le milieu marin. Mais ces objectifs se déclinent également sur un plan purement économique. Car c'est bien de cela qu'il s'agit également. À travers ce projet, on va pouvoir faciliter
la navigation en mer, développer véritablement des activités de pêche qui seront génératrices de revenus supplémentaires pour l'État et in fine donc pour nos concitoyens. À travers cette initiative, un centre de contrôle sera mis sur pied pour la supervision des différentes frontières et des ports. Ce projet est une solution que le Bénin va acquérir pour faire face à toutes ces menaces-là qui impactent l'économie nationale. Donc le projet consistera à renforcer la surveillance maritime, à protéger l'environnement, à protéger nos ressources, mais également à mieux gérer les flux de population au niveau de nos frontières. Dans sa phase de concrétisation, ce projet va apporter son coup de pouce afin de soulager le corps militaire dans la lutte contre la contrebande. Ils mettent à leur disposition les outils utiles et nécessaires pour assurer la sécurité terrestre et maritime des frontières. L'avantage de ce projet, c'est de permettre au gouvernement de lutter d'abord contre la piraterie au niveau de la mer et aussi au niveau des frontières, d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe désormais au niveau de nos frontières terrestres. Et donc à la fin de ce projet, nous allons construire à Cotonou un centre de contrôle et depuis ce centre, nous pouvons visualiser tout ce qui se passe sur la mer pour prévenir les attaques des pirates et tout ce qui se passe au niveau de nos frontières terrestres, à savoir Ila-Kondi et Craqué. La concrétisation du projet de surveillance des frontières terrestres et maritimes d'Ila-Kondi et de Sémé-Craqué va placer le Bénin au premier rang en matière de surveillance maritime et de l'économie bleue en Afrique de l'Ouest. D'un projet à un autre, face au phénomène de l'extrémisme violent qui envahit la sous-région ouest-africaine, le Bénin saura-t-il mettre en œuvre des stratégies efficaces pour freiner les perturbations des groupes terroristes? En tout cas, cette interrogation est au cœur d'un dialogue national qui se déroule depuis hier matin à Cotonou, une initiative de l'Association pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent en Afrique et qui est accompagnée par la coopération suisse au Bénin. 72 heures pour réfléchir et trouver des mesures civiles pour renforcer la résilience du Bénin face aux affres du terrorisme. C'est ce à quoi s'attellent ici responsables publics, analystes et praticiens de la question. Exercice voulu par l'Association pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe de Guinée pour contrer une tendance. 2021 a été pour nos États une année difficile, au cours de laquelle nous avons effectivement retrouvé les menaces qui profilaient à l'horizon et cette année au cours de laquelle nos pays ont enregistré, surtout dans les pays du Golfe de Guinée, des attaques terroristes, attaques perpétrées contre les symboles de nos États, les forces de défense et de sécurité et aussi les populations. Et en plus des solutions militaires proposées pour endiguer le phénomène, il faut d'autres mesures, d'où la mobilisation de ce parterre de personnalités. Leur piste de réflexion est tracée ici par l'émissaire du gouvernement. La porosité des frontières avec des pays déjà touchés, la proximité sociale, culturelle et culturelle entre ressortissants des différents pays de la région occasionnent des interactions diffuses et difficiles. Les enjeux liés aux différents modes de vie de certaines communautés, tels les pasteurs, les agriculteurs, souvent à l'origine de tensions, voire de violences, se trouvent exacerbés et objets d'instrumentalisation, y compris au plan transfrontalier. Cela favorise les recrutements locaux des entrepreneurs de la violence. Il faut donc arrêter la saignée. L'attelage monté ici par les initiateurs bénéficie de l'appui de la coopération suisse. La Suisse, en fait, est, comme de très nombreux États de par le monde, très préoccupée par les montées de violence que l'on appelle un peu partout le terrorisme, l'extrémisme violent. La Suisse se sent, comme tous ces États, concernés par cette montée de la violence. Aucun des États n'est immune. Et nous avons cette semaine cette étape particulière du dialogue ici au Bénin qui s'inscrit en fait dans cette dynamique. Un dialogue national pour des échanges entre députés, préfets, maires, forces de sécurité et de défense et membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Tout se fera sous les yeux d'experts internationaux dépêchés au Bénin pour la circonstance.
Les travaux devraient aboutir à la prise de résolution et d'engagement pouvant accompagner les gouvernants dans leurs efforts de lutte contre le phénomène du terrorisme. Et cet élément en titre, je vous le disais, les 200 présumés occupants du quartier Roulakodji à Cotonou dans le département du littoral qui réclament l'accompagnement de l'État après la démolition des maisons ne peuvent pas bénéficier du traitement social du gouvernement. En tout cas, c'est leur information selon le ministre du cadre de vie ne figure aucunement dans les données du ministère collectées à la faveur des opérations de recensement et de relogement des occupants. L'autorité de ce département ministériel a tenu à clarifier l'opinion publique nationale et internationale sur leur situation au lendemain d'un communiqué de démenti qu'il a sorti. Didier José Tonato réaffirme en tout cas d'ailleurs la disponibilité du gouvernement à confronter ses preuves à celles des requérants qui devant toute autorité compétente. On écoute le ministre. Le ministère du cadre de vie et du développement durable a été saisi d'une plainte par Exploit du Ciel le 21 juillet 2022 d'un collectif des sinistrés de relogement de Roulakodji représenté par le sieur Jules Moussinou. Et l'analyse de cette plainte appelle de notre part quelques commentaires. D'abord, sur la base des adresses fournies, lots et parcelles, sur la liste des personnes de ce collectif, nous avons relevé que seules 2 maisons figurent dans le périmètre ayant fait l'objet du recensement de notre opération, donc ayant fait l'objet de la photographie aérienne du quartier. Cette photographie a été faite le 29 juillet 2021 et qui a servi de base pour l'enquête de recensement réalisée par le cabinet que nous avons recruté. Aujourd'hui, c'est la méthode la plus moderne, photographie aérienne par drone, établissement des cartes, identification des occupants. Nous avons choisi de ne pas partir d'une liste de présumés propriétaires, mais de partir de la situation réelle du terrain et de prendre en compte tous les occupants de la façon la plus précise. Sur cette liste de 120 personnes, ce n'est pas 120 personnes qu'il s'agit, ce n'est pas 200 personnes qu'il s'agit, c'est pas 200 personnes qu'il s'agit, pardon, mais il y a déjà des doublons dans ce répertoire qui a été présenté comme personnes habitant Roulakodji, régulièrement habitants constatés et non réinstallés. Mais au total, nous n'avons pas tenu compte de la taille, la petite taille des parcelles, mais au total, nous avons dénombré tout le monde. Nous avons dénombré 357 maisons et le répertoire a été communiqué aux autorités locales, notamment le chef quartier, le chef d'arrondissement Cotonou 5 et la mairie de Cotonou pour vérification. Donc, quand nous avons fini notre travail technique, nous avons refait un travail participatif dans une démarche inclusive avec les autorités locales. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous indique clairement les 200 personnes, dans quelle maison elles étaient, comment est-ce que ces maisons étaient positionnées par rapport au périmètre que nous avons relevé. Nous avons eu ceux qui ont été déguerpis en 2012. Ça ne concerne pas notre opération. La destruction des ghettos de 2019 ne sont pas pris en compte. Et il y a plusieurs maisons qui ont été également victimes d'érosion côtière. C'est comme si ceux qui sont à PK10 dans certaines zones aujourd'hui vont se retourner contre l'État pour dire la mer nous a bouffé, dédommagez-nous. Nous avons donc intégré 11 nouvelles personnes après nos enquêtes et nos concertations avec les autorités locales. Nous, on a relevé sur le terrain 357. Les enquêtes ont permis de trouver que nous avions oublié 11 personnes et nous avons une liste définitive consolidée de 368 personnes.
qui ont été intégralement, je le répète, intégralement relogés sur le site de Djefa, aménagé par le gouvernement. Toujours à Cotonou, la problématique de la croissance démographique est au cœur d'un séminaire initié hier mardi par le Conseil économique et social. Il agit aux autres acteurs extérieurs avertis de la question de la croissance démographique. La rencontre a pour objectif de réfléchir sur les stratégies à adopter afin de garantir un développement durable et une croissance démographique responsable. C'est un rendez-vous intellectuel qui a mobilisé autour du bureau du Conseil économique et social le ministre de la Justice et de la Législation, les présidents des institutions, les universitaires et les experts. Réunis dans cette salle, ils sont invités à réfléchir autour de la problématique de la croissance démographique pour un développement durable. La présente initiative se justifie pleinement, d'autant plus que l'efficacité des politiques publiques en matière de développement durable, dans une certaine mesure, dépend de la prise en compte des facteurs essentiels liés à l'homme et à son comportement. Meublé de 4 panels, le séminaire a débuté par une conférence inaugurale qui porte sur le thème « La croissance démographique au Bénin, quelle stratégie en matière de population pour un développement durable ?» Les travaux se déroulent également en 2 petits groupes pour permettre aux participants d'aborder tous les sous-thèmes que le président du Conseil économique et social a pris le soin d'énumérer ici. Au cours de cette assise, nos échanges porteront, entre autres, sur des thématiques ci-après. La croissance démographique et dynamique du peuplement depuis l'indépendance du Bénin. Les politiques et stratégies nationales en matière de population et leurs impacts sur le développement durable au Bénin. Les mécanismes appropriés de mise en relation de la dynamique démographique et du développement durable pour répondre efficacement aux besoins d'une population sans cesse croissante. À ce séminaire, les conditions sont réunies pour des échanges très fructueux. Ces échanges vont déboucher sur des idées novatrices qui vont permettre un arrimage parfait entre les questions démographiques et le développement durable. Et maintenant, pour boucler la boucle Wahab, les points focaux de l'éducation à la santé sexuelle au sein des 12 départements du Bénin sont installés. L'activité a été conduite par l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Imet Elena Moussou. La problématique est toujours d'actualité malgré les efforts consentis par de nombreux acteurs, notamment le gouvernement. En réponse à la recrudescence des grossesses en milieu scolaire ces dernières années, il a été décidé depuis 2018 de l'introduction de l'éducation à la santé sexuelle, ESS, dans les programmes d'études au collège. Cet atelier vise à renforcer les capacités de ceux et celles en charge de l'ESS dans les régions du pays. Le gouvernement du Bénin accorde une grande importance aux questions éducatives. Il s'agit à la fois de la scolarisation des filles et de leur maintien dans le système éducatif. À ce sujet, plusieurs dispositions ont été prises. C'est entre autres pour accompagner ces mesures prises par le gouvernement du Bénin qu'est apparue l'initiative d'éducation à la santé sexuelle. Cette initiative a impacté le système éducatif béninois. Les assises consacrent également l'installation des points focaux de l'ESS dans les 12 directions départementales des enseignements secondaires et techniques et de la formation professionnelle. Ces derniers ont pour mission d'assurer et de conduire la généralisation de l'initiative à tous les établissements secondaires du pays. Dans cette démarche, les autorités ont bénéficié de l'appui technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas après le Bénin. Votre présence à cet atelier s'inscrit donc dans cette perspective d'extension de l'ESS à tous les départements, à toutes les communes et à tous les établissements. Le ministre des Enseignements secondaires et techniques de la formation professionnelle a besoin de votre accompagnement pour atteindre les objectifs assignés à cette noble mission qu'est l'éducation à la santé sexuelle. L'année scolaire 2016-2017, nous avons enregistré dans le système éducatif béninois 3045 cas de grossesse en milieu scolaire. Au cours de l'année scolaire
2017-2018, nous avons enregistré 2912 cas de grossesse en milieu scolaire, ce qui veut dire qu'il y a une réduction. De 2018 à 2019, ce taux est passé à 1122 cas de grossesse en milieu scolaire. L'année 2019-2020 est une année caractérisée par la pandémie du Covid, dont les statistiques ont été examinées et nous avons constaté paradoxalement qu'il y a une légère augmentation. Et jusqu'à présent, nous constatons que ce taux va de diminution en diminution. Au cours de la rencontre, l'expérience de la mise en œuvre de l'éducation à la santé sexuelle dans les établissements pilotes a été évaluée. Les résultats obtenus les années précédentes ont été présentés. Les participants ont aussi eu droit à plusieurs communications. Les travaux ont été conduits par l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous, Clément Achadé. Actu Matin se poursuit. Avec vous, on va se retrouver demain pour pouvoir partager avec nos téléspectateurs le reste de l'actualité. Mais tout de suite, on va parler sport. Ce serait avec Hakim Sidou Seni. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe maintenant. Tu ne rentres pas dans la télévision pour faire la passe. Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Hakim Sidou Seni, bonjour. Wahabalik Para, mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. On parle sport avec vous, avec au menu football et handball. C'est exact. Et puis c'est vendredi prochain, puisqu'on l'annonçait depuis quelques jours déjà ici sur le plateau, que les vice-champions du Bénin entament la campagne africaine en vue d'une place qualificative pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération en ce qui concerne la saison sportive 2022-2023. Et bien l'adversaire, Carlon Football Club de la Sierra Leone, est attendu dans les heures qui suivent ici donc à Cotonou. Cotonou justement, où séjournent les poulains de Hamidou Harouna. Le technicien nigérien affine toujours sa phase de préparation ponctuée par une dizaine environ de rencontres disputées tant au plan national qu'à l'international. À 48 heures de son entrée en compétition, Hamidou Harouna s'est confié dans un entretien exclusif à la rédaction sport de Canal 3 Bénin. Ali Moumouni et Elvis Tonoukon étaient au QG des Buffles FC de Paraco. Suivons ensemble cet entretien d'environ 4 minutes. Vous êtes... Hamidou Harouna, bonjour. Bonjour Ali. Alors, après environ 2 années que vous êtes parti, vous êtes revenu retrouver votre ancienne équipe, les Buffles du Borgou. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec votre ancienne équipe comme... Bien, c'est un plaisir. C'est un plaisir de revenir travailler au niveau de cette équipe. Voilà, je retrouve
certains dirigeants, certains anciens joueurs. Et, je suis vraiment très ravi de revenir pour ce nouveau challenge-là au Buffle de Borgou. Alors, votre première mission, c'est de faire qualifier cette équipe pour la phase finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Alors, par où est-ce que vous avez commencé? Bien, depuis le 25 juillet 2022, où nous sommes arrivés, nous avons commencé d'abord par essayer de compenser, en tout cas au niveau des postes où certains joueurs sont partis, c'est faire des évaluations de nouveaux joueurs et de certains anciens. Voilà, donc notre programme a consisté et à évaluer et à essayer d'établir un programme de préparation pour la Coupe des Confédérations. Voilà, Dieu merci, au bout d'un certain temps, nous avions pu dégager une équipe compétitive, je dirais, parce qu'elle a pu livrer des matchs au niveau local et à l'international. Alors, quels sont les joueurs qui ont rejoint l'équipe depuis votre arrivée? Bien, il y a pas mal de joueurs dans l'attaque, au milieu de terrain et dans les buts, il y a de nouveaux joueurs. Voilà. Et je compte sur eux tous, en tout cas tous les joueurs que nous avions retenus, plus les anciens joueurs. En tout cas, ça forme une belle équipe et nous comptons défendre vaillamment les couleurs de cette équipe. Ça fait donc environ 4 semaines que vous vous préparez pour ce match contre Kalon FC, comptant pour le premier tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe CAF. Alors, où en êtes-vous actuellement dans la préparation? Vous avez parlé des matchs amicaux que vous avez disputés. Alors, quels ont été les différents résultats enregistrés au cours de votre période? Bien, au-delà du travail qui a été fait au niveau de l'équipe, ce programme a été ponctueux de quelques matchs. D'abord au niveau local, nous avions joué à Niki où on a fait un match nul. Nous avions également joué contre l'équipe nationale U23 sur deux confrontations. Ensuite, 5 matchs à l'extérieur. On était au Niger d'abord où on a joué les 2 représentants du pays en Champions League et en Coupe des Confédérations. Nous avions fait 2 matchs nuls et une victoire. Ensuite, de retour à Parakou, après un bout de temps, on a mis cap sur le Togo où nous avions rencontré Asko de Kara. Également, nous avions fait un match nul là-bas. Voilà. Nous avons livré au total 8 matchs de préparation, une défaite, 4 matchs nuls et une victoire. Voilà. Cette équipe a pu marquer 7 buts et a encaissé 3. Je pense qu'au niveau de la préparation, tout se passe bien et nous comptons en tout cas jouer ce match, aller chez nous avec beaucoup plus de sérénité. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire que votre équipe est prête pour affronter Kalon FC? L'équipe est compétitive. Elle est prête pour jouer la Coupe des Confédérations ce vendredi-là contre le FC Kalon. C'est vrai qu'il y a quelques bobos au niveau physique de certains joueurs, mais ça n'empêche au niveau d'ordre général que nous puissions dire que cette équipe est fin prête pour jouer le vendredi. En attendant donc cette rencontre, quelle sera donc la suite? Bien, nous continuons notre mise au vert ici à Cotonou. Nous entraînons au stade général Mathieu Kérékou et nous demandons en tout cas à ce que le public, les supporters soutiennent les 2 représentants du Bénin engagés dans ces compétitions africaines. Merci beaucoup coach d'avoir accepté notre invitation. Voilà, et les 2 représentants du Bénin aux Coupes africaines, ce sont notamment les champions du Bénin, les Coton Football Club qui jouent contre l'ASEC Mimo. Ce sera ici à Cotonou le 11 septembre 2022. Pendant ce temps, les Buffles seront 48 heures avant au stade général Mathieu Kérékou pour affronter Kalon FC de la Sierra Leone comme temps pour le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Et bonne chance donc à ces 2 représentants béninois qui démarrent leur campagne au plan national. Conférence de presse prévu pour la veille de la rencontre, c'est bien le jeudi prochain puisque les Buffles jouent le vendredi. Demain, on sera le jeudi. Kalon sera à Cotonou. Une conférence de presse est prévue pour les 2 différentes formations. 16h pour l'équipe adverse, c'est-à-dire Kalon FC. 16h15 pour les Buffles FC de Parakou. Et puis à 16h30, reconnaissance de terrain pour la formation de Kalon. Juste après, les Buffles seront sur les aires de jeu pour la reconnaissance de terrain. Le samedi, on sera à 24h du match de Coton FC. Coton jouera au
Wahab, je rappelle tout à l'heure à Sec Mimo, et justement, à la veille de cette rencontre, il y aura également la traditionnelle conférence de presse et reconnaissance de terrain, 16h30 pour l'équipe adverse, à Sec, 16h45 pour le coach Victor Zvanka, et puis à 17h, reconnaissance de terrain pour le compte de la Sec Mimo d'Abidjan. Eh bien, les différents supporters et les fans du football au plan national ont donc, je dirais, des rendez-vous à prendre vendredi au stade général Mathieu Kérékou, dimanche au stade général Mathieu Kérékou pour les deux représentants béninois à ces compétitions africaines. Quand on parle de football béninois, eh bien, il y a des acteurs, ce sont notamment les joueurs, ce sont les entraîneurs, ce sont les techniciens, ce sont les présidents du club, mais c'est aussi Wahab, eh bien, les hommes des médias. On en pleure un ce matin. On aura donc la régie technique qui va nous aider. C'est un habitué des plateaux de Canal Sport. Il est intervenu plusieurs fois un peu partout sur les différentes chaînes de radio et de télévision. Il est beaucoup plus connu sous le nom de Willy Choco. C'est un garçon très disponible qui était aux côtés de Espoir FC du Bénin, qui était donc à Yamoussoukro récemment, Wahab, pour le compte des éliminatoires de l'UFOA en ce qui concerne donc la Champions League version féminine. Il a été très à côté donc de cette sélection en termes de mobilisation et tout ce qui est autour, malheureusement. Wahab, eh bien, il est passé de vie à trépas, c'était dans la journée, samedi d'hier, en tel lundi. Eh bien, on pleure Willy Choco, un garçon très disponible qui a été décédé du côté donc de la Côte d'Ivoire. C'est toute une perte pour le monde sportif dans son entièreté et puis le monde footballistique de façon toute particulière parce qu'assez de jeunes footballeurs Wahab ont comme pour ami Wilfried Ayedon, c'est lui le représentant de l'Académie Poté ici au plan national. Malheureusement, on ne le verra que sur les images, on ne l'entendra plus, c'est dur. On va profiter donc de cette occasion pour présenter nos sincères condoléances à la grande famille du football, aux parents très proches donc, de Willy Choco et à Michael Poté qui perd un bras armé parce que eh bien, c'est l'œil de Michael Poté ici au plan national. Malheureusement, la mort en a décidé autrement. Il est parti. On va souhaiter donc que son âme repose en paix. Et justement, aujourd'hui également, il sera procédé dans quelques heures donc, aux cérémonies de prière de la femme de notre confrère. Voilà. Je trouve enfin les mots. Nazir Sidi Ali qui a perdu son épouse. Les cérémonies sont prévues pour ce matin du côté de la commune de Parakou, précisément au quartier Madina. Voilà, on en parle désormais au passé. C'est dû, mais la douleur est toujours présente quand on sait que la rentrée est déjà à nos portes que notre sœur, en résumé, était, je dirais, un des acteurs non négligeables étant AME. Exactement, du secteur de l'éducation. Dans la zone, je crois, du Zou, de Dassa. Beaucoup plus à Dassa. Sincères condoléances à toutes les familles biologiques et à la grande famille des acteurs sportifs. Merci, Wahab. Nous allons poursuivre cette randonnée sportive ce matin avec le football de proximité. Et direction la commune de Ruyaoué pour évoquer le tournoi de solidarité. C'est une initiative du directeur général de l'OBSU, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, qui a connu son épilogue. C'était bien le samedi dernier du côté donc, de la commune de Ruyaoué. Au terme de 2 mois environ de compétition, c'est l'arrondissement de Ruyaoué qui s'est adjugé le Géant Trophée, remise en jeu seulement, que le sacre n'a pas été une partie de beurre pour l'équipe championne de cette édition. Il a fallu cravacher dur et attendre finalement la séance des tirs au but pour départager les deux formations. C'est à cet exercice que eh bien, l'équipe championne a été beaucoup plus adroite et s'est imposée. Et donc dans cet exercice, il enlève le trophée qui a été mis en jeu pour le compte donc, de l'édition 2 du tournoi de solidarité organisé par Donald Akapo, directeur général de l'OBSU. À cette finale, eh bien, le directeur général avait à ses côtés le directeur du cabinet du ministère des Sports, Ernest Sossou, le secrétaire général des Sports du ministère des Sports, j'allais dire Belraminus Kakpovi, le directeur de la jeunesse et de la vie associative du ministère des Sports, Smith Wandino comme Smith, puis en cacher une autre, et bien sur les images, vous avez le directeur général adjoint donc, de l'OBSU, Smith Judikel Ayadokun. Il y avait également le directeur départemental des sports, Mono Ikela Nani, sans oublier l'ancien
préfet donc de ce département avec un appui et la présence d'une figure politique de la région, le député donc de la région qui était aux côtés de cette initiative qui a été portée et je dirais de bout en bout par le directeur général de l'OBSU. Belle initiative qui a permis donc à ces jeunes pendant donc la période des vacances de véritablement bien s'occuper avec des loisirs sains. Ça a permis donc de constater que il y avait un véritable engouement. D'ailleurs, les images qui nous sont proposées sont illustratives de la réussite de cet événement. Tout sourire aux lèvres, on a vu sur les images l'initiateur de cette compétition. On va l'entendre, c'est bien lui, le directeur général de l'OBSU. On revient juste après. Nous avons commencé ce tournoi depuis le 9 juin. Et une équipe acharnée a travaillé. Nous avons constaté qu'ils ont été traités de tout, mais ils ont accepté. C'est le moment de dire merci au comité d'organisation. C'est le moment de leur dire merci et d'apprendre de leurs erreurs pour parfaire les échéances à venir. Parce que cette compétition va se dérouler chaque année pourvu que Dieu nous donne la vie. L'objectif est atteint. On a une sélection pour la commune de Houyaoué qui va commencer par s'entraîner pour démontrer que Houyaoué aussi a de la matière au niveau du football. Je vous dis sincèrement merci et merci au public de s'être massivement déplacé pour nous soutenir. Vive le football, vive la commune de Houyaoué. Je vous remercie. Voilà, cette deuxième édition a été placée donc sous le signe de l'unité des fils et filles de la commune de Houyaoué. Je crois que c'est une invite importante que véhicule le directeur général de l'OBSU, Donald Akakpo, qui en est à sa deuxième édition. La troisième édition est donc prévue pour l'année prochaine avec toujours les 6 arrondissements de la commune de Houyaoué. Initiative salutaire et à encourager en ce qui concerne, je dirais, l'occupation des jeunes en période de vacances et puis la proximité avec la jeunesse au plan national. Nous allons changer, non pas de discipline, de direction. On va se rendre en Europe pour parler de la Champions League qui a fait son retour avec l'acte premier disputé. C'était hier, un tel mardi. Et les résultats, on va les proposer aux amis téléspectateurs. Le Dynamo Zagreb a battu les Blues de Chelsea par le score d'un but à 0. Mauvaise entrée en compétition pour les Anglais. Pendant ce temps, c'est l'autre formation anglaise, Man City, qui s'est promenée et qui a battu. C'était presque évident. Les Sévillans par le score de 4 buts à 0. Dortmund après le déçu sur Copenhague 3 buts à 0. Et Strasbourg et puis le Milan se sont séparés. Jeu égal, un but partout. Le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé qui a réalisé le doublé, c'était hier, s'est imposé devant la Juventus Turin. 2 buts à 1, 2 buts à 0. C'est le score qui a sanctionné l'explication entre le Benfica et puis le Maccabi Haifa. On retiendra que le champion en titre, le Real Madrid, a dominé le Celtic par le score de 3 buts à 0 avec un but de Kidon en revenant, l'habitude des blessures et je dirais de l'infirmerie, c'est bien Eden Hazard. 3 buts à 0, c'est bien le score du match entre le Celtic et puis le Real Madrid. On retiendra la dernière affiche et le dernier résultat, c'est le Shakhtar Donetsk qui a battu Leipzig par le score de 4 buts à 1. Ce mercredi à suivre le deuxième acte de cette première journée de la Champions League, l'Ajax joue contre les Rangers à partir de 17h45 à la même heure, une tranche sera l'adversaire à jouer du Sporting. Et puis à partir de 20h pile poil, vous suivrez les 6 autres rencontres. Napoli joue contre les Reds de Liverpool. L'Atlético affronte le FC Porto. Le club Brugge sera l'adversaire à jouer du Bayern Leverkusen. Le club espagnol de Barcelone joue contre Victoria Plzen. Et puis enfin 2 autres rencontres à suivre ce mercredi à partir de 20h. L'Inter de Milan joue contre le Bayern Munich. Pendant ce temps, Tottenham donnera donc son hospitalité à la formation française de Marseille. Retour cette fois-ci au Bénin. Vous voyez un peu le mouvement qui est effectué sur le plateau. C'est aussi ça l'espoir. On va maintenant parler handball. Wahab avec
Le tournoi sport au féminin de cette discipline qui aborde ou bien qui connaît depuis hier ces 2 finalistes au niveau donc de la zone C, c'est-à-dire la zone septentrionale. Ça, c'est au CAS de la commune de Parakou. La compétition se déroule donc au niveau donc de cette aire de jeu. Et pour la journée de ce mardi 6 septembre 2022, au total, 3 rencontres ont été livrées. L'équipe de handball des jeunes filles de Kandi, l'AS Takune Handball Club, était face à Faucon de Nati Tengu, et dès l'entame, elles se sont montrées supérieurs à leurs adversaires, et ce qui s'est logiquement traduit dans le score final 19-9. Suivez ici les capitaines des 2 équipes à la fin de la rencontre. Ramziat Mobarakat de Dokoto de l'AS Takune Handball Club, suivi d'Abiba Diallo de Faucon Handball Club de Nati Tengu. Ce qui a marché pour nous aujourd'hui, c'est la défense, la bonne défense. Comme les amis ont bien défendu aujourd'hui, je souhaite aussi qu'elles défendent bien pour la finale pour qu'on puisse gagner aussi. On va ramener la coupe à Kandi. Ça, c'est notre grand souhait. On n'a pas pu nous défendre. Pour cela, l'équipe nous a gagné. On va s'améliorer et que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, on va ramener coupe à Nati. Un peu avant, Espoir Handball Club, comme vous pouvez le constater sur le tableau des résultats, a Paul déçu sur son adversaire à sec 15-11. L'équipe a été donc rejointe par l'AS Takune Handball Club pour la grande finale de ce tournoi. Il faut noter aussi le match pour les 5e et 6e places de la compétition, disputé en première heure. L'explication opposée, les deux troisièmes donc de chaque groupe à l'arrivée, c'est Beke Handball Club de Kiba et PV sur le score de 13-9. Voilà donc en résumé cette actualité relative au tournoi sport au féminin de handball, notamment la zone septentrionale qui se dispute du côté de la commune de Parakou-Wahab. 8h01. C'était le sport. C'était le sport avec vous, Akime Sedou et Seni. Allez, restez avec nous. On va parler maintenant éducation. Emmanuel Niambossou va nous rejoindre. On va aborder les différents aspects, les différentes modalités pour une rentrée scolaire 2022-2023 apaisée, pendant que le gouvernement travaille à coller petitement les morceaux et invite toute l'équipe, les acteurs du monde éducatif à reprendre le chemin des classes pour le 19 septembre prochain. On note qu'il y a certains qui ne semblent pas reprendre ce chemin des classes avec assez d'enthousiasme. Il y en a bien donc dans le rang de la FEDESEN CSA, n'est-ce pas, qui ont des exigences et souhaitent que le gouvernement prenne en compte ces différents aspects. On va aborder cela tout à l'heure. Allez, on fait un tour à la régie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55,
61 62 12 02. WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com. info@canal3télévision.com. fraternité_fm@yahoo.com. fraternews@yahoo.com. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Emmanuel Bossou, bonjour. Bonjour, Rabalipara. Allez, ce matin, on parle éducation. Après, les membres du gouvernement ont repris, je dirais, pas le chemin des classes, mais le chemin de leur département ministériel. Il y a quelques jours en arrière, on pensait que les grands points qui allaient les mobiliser, c'était bien entendu les questions, je dirais, de la politique, puisqu'il y a le rendez-vous du 8 janvier 2023, mais il y a un rendez-vous qui affiche des exigences, le rendez-vous du 19 septembre, la rentrée scolaire 2022-2023, et donc certains acteurs du monde éducatif ont des exigences adressées au gouvernement pour une rentrée scolaire réussie et apaisée. Quelle est votre appréciation, puisque vendredi dernier, il y a la FEDESEN qui est affiliée à la CSA Bénin, qui est montée au créneau avec des exigences, Herman? Je pense que c'est vrai, l'État ou le gouvernement a bien fait de réorganiser un peu le secteur de l'éducation et donc le secteur des grèves pour qu'il n'y ait plus de grèves perlées. Mais je pense qu'il y a âme plus nuisible que la grève. C'est quand l'enseignant, par exemple, est démotivé. C'est quand l'enseignant va au cours et qu'il ne rend pas bien l'enseignement. C'est vrai, on me dira qu'à la fin, s'ils donnent 0%, on les remercie ou on les renvoie. Mais il aurait déjà nuit à l'éducation de nos enfants. C'est pour cela que c'est toujours bien quand les acteurs de l'éducation donnent le top ou donnent le signal. C'est toujours bien que le gouvernement réponde à leur appel. Parce que c'est une perche que ces acteurs tendent. Et la FEDESEN l'a d'ailleurs fait le 2 septembre dernier, en rappelant certaines conditions qui lui paraissent un peu... En fait, lui paraissent normales pour une reprise normale des cours. C'est aussi vrai que vous parlez de la rentrée du 19 septembre. Non, la rentrée, ce n'est pas le 19 septembre. Ouais. Dès lors qu'on a vu le 1er septembre, tous les parents d'élèves, même avant ça, j'ai une photo de statut. J'ai une photo de statut où on dit la tête des parents en ces moments de rentrée. Oui. Parce que quand on dit 19 septembre, vous parlez comme si 19 septembre, c'est le jour où la rentrée démarre. Non, non. Il y en a chez qui il y a déjà pré-rentrée. Oui. À partir du lundi dernier, il y a déjà pré-rentrée dans certaines écoles. Et le 12 prochain également, il y a pré-rentrée dans d'autres écoles. Donc ça veut dire que désormais, ce n'est plus 19. En tout cas, tout ce mois de septembre, voulez-vous dire, n'est-ce pas, c'est déjà la rentrée. C'est déjà la rentrée, déjà dans la tête des parents. Et le 19, c'est dit que les cours vont démarrer le 19 là. Le 19, lundi matin, là. Les cours démarrent. Donc ce n'est pas rentrée, il vaut mieux dire démarrage des cours le 19. D'accord. Donc c'est pour dire quoi? Que l'État et donc le retour des ministres de leur congé, de leurs vacances, doit être l'occasion pour le gouvernement, d'ailleurs, qui va en conclave aujourd'hui, de pouvoir revenir sur ces différents points-là pour donner suite à ces revendications, lesquelles n'ont pas forcément besoin, d'après ce que la FEDESEN a dit, de moyens financiers. Il y en a qui ont juste besoin d'une certaine sincérité, de certains actes administratifs pour pouvoir démarrer. Je pense que, pour ma part, ce n'est pas trop demandé que de répondre un peu à certaines de ces préoccupations qui sont majeures pour la FEDESEN. D'accord.
Akibé, toute une série de doléances ou d'exigences, doit dire, de la FEDESEN, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, qui sont affiliés à la CSA Bénin. Oui, c'est devenu une rengaine. À l'approche, à la veille de chaque rentrée des classes, bien, les revendications déjà connues et vieilles de plusieurs années refont surface. Si Dieu nous prête longue vie, je ne souhaite d'ailleurs pas qu'on en reparle, mais probabilité très forte que, eh bien, à la rentrée de 2023, qu'on dise encore que, eh bien, il y a encore des revendications non satisfaites. En réalité, comme l'a dit Eman, ça ne se justifie pas que certaines revendications qui, a priori, soit c'est nous qui n'appréhendons pas, je dirais, l'importance et la complexité des revendications, mais a priori, on a l'impression qu'il y a de ces revendications, comme l'a dit Eman, qui nécessitent juste, mettons quoi, une simple signature. Je dis les choses peut-être en exagérant. Et donc, vous diront que la simple signature a des implications juridiques. Eman ne va pas me démentir, parce qu'il aurait fallu poser juste une signature sur une page pour qu'on vous l'oppose, ou plutôt qu'on vous dise que voilà ce que ça peut générer. Certainement que c'est dans la gestion des implications de ces signatures, de ces actes administratifs, certainement que, eh bien, ça cloche, que ça ne bouge pas. Je crois qu'il faut peut-être espérer et véritablement souhaiter que les revendications telles que présentées, les exigences telles qu'énoncées par le monde enseignant puissent véritablement avoir, je dirais, un écho favorable dans le rang des décideurs. Parce qu'il faut décider pour que ça bouge. Et quand ça ne bouge pas, c'est que les implications, peut-être à court terme, on ne les voit pas, mais il y a des implications peut-être à moyen ou certainement à long terme. Oui. C'est pour ça qu'avant, hier, ici sur le plateau, je disais que si on avait peut-être travaillé à proposer aux AME peut-être des conditions plus intéressantes, c'est ce qu'on les aura plus motivés, c'est ce que nous aurons des résultats plus intéressants, parce qu'un enseignant qui va au cours le sourire aux lèvres, eh bien, il trouve le modus pour que vos enfants puissent rapidement percevoir et avoir l'enseignement qu'il vient dispenser. Mais ce qu'il faut qu'il réfléchisse, c'est-à-dire qu'il quitte la maison pour être au cours, limite 2 ou 3 minutes avant l'heure, et qu'il vient tout transpirant, qu'il vient peut-être le ventre un peu creux, s'il vient peut-être parce qu'il énervé par les enfants, et quand il dit énervé, ce n'est pas les enfants qui l'énervent, ce sont les conditions qui énervent et qu'on sort. Tous ces éléments ne sont pas de nature à permettre à ces derniers de véritablement s'occuper de nos enfants, parce qu'il s'agit de nos enfants. Qu'on le veuille ou pas, chacun qui se trouve, quelle que soit sa posture, quelle que soit sa position, a soit son enfant ou, je dirais, des proches qui peuvent être victimes, je dirais, de ce mauvais traitement. De ce mauvais traitement. Surtout que c'est à la fin que les enseignants ou les résultats sont connus, c'est-à-dire on a eu suffisamment de temps pour que les dégâts soient constatés. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je veux bien espérer que les différentes rencontres qui sont initiées peuvent avoir des répercussions sur les revendications de ces derniers, parce que, eh bien, quand on continue pas à nous dire, par exemple, qu'à la veille de la rentrée, c'est-à-dire 2 semaines avant la rentrée, qu'il y a des enseignants qui ne sont pas encore rentrés en formation, ça pose un problème. Quand vous dites qu'il y a des enseignants qui, depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, ne sont pas encore rentrés en possession, je dirais, de leur dû, ça pose un problème. Quand on vous dit, il y a tellement de revendications. Oui, il y a beaucoup de revendications. Devant vous. Oui. Et donc, on est à même parfois de se demander, mais finalement, qu'est-ce qui a souvent bougé? Parce que oui, si c'est la même chose qui revient à la veille de la rentrée des classes, il y a lieu de véritablement s'interroger. C'est pour ça que je veux, comme j'aime souvent le dire, je crois qu'au niveau des ministères de l'éducation, les 3 ordres, on a quand même 3 cadres qui ne sont pas des moindres. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire, certainement qu'on dirait un mot par rapport au redéploiement annoncé des AME, parce que l'expérience a été faite au secondaire, on veut la faire. Et c'est descendu au primaire également. Quelles sont les conditions nouvelles dans lesquelles ces derniers vont exercer, peut-être qu'on dirait un mot là-dessus. Mais quand je remonte au secondaire, je prends un certain Yves Chabu-Kouaro, qui fait quand même l'unanimité au sein du monde des enseignants du secondaire, parce qu'il a fait la plupart du temps de sa carrière professionnelle, et bien occupé des postes de décision importante au niveau donc de ce ministère-là. Directeur des ressources humaines, il a travaillé au niveau donc du bureau d'analyse de consort. Donc c'est une tête pensante qui certainement a beaucoup apporté au système éducatif national. Quand ces derniers sont là,
je me dis véritablement que ce sont des cas de techniciens. Donc, ce n'est pas n'importe qui se trouve au niveau de ce portefeuille ministériel. Je remonte à l'enseignement supérieur, Madame Éléonore Yayi. Donc, quand je prends ces trois ministres, quand je jette un coup de là-dessus, je me dis, mais attends, c'est quand même des cadres qui ont du mérite, c'est des cadres qui ont de la matière. Et il est quand même important qu'on puisse ressentir dans la gouvernance et dans la gestion de ces différents portefeuilles ministériels que les collaborateurs qui sont bien les alliés, voilà, que sont les enseignants consorts se trouvent dans des conditions optimales d'exercice. Parce que si ce n'est pas fait ainsi, donc on se demanderait finalement est-ce que quelque chose n'a pas manqué d'être bien huilé quelque part. Donc, je nourris l'espoir que ce qui se dit, ce qui est revendiqué, et ce qu'on attend, ce qu'on espère, puisse être beaucoup plus accéléré, parce que je ne pense pas que ce ne soit pas dans les codes de ces derniers, pour qu'on puisse donner satisfaction à cette catégorie d'enseignants, et pas des moindres. C'est le grand nombre. Vous avez entendu la dernière fois quand on a eu le porte-parole des aspirants au métier de l'enseignement au niveau du secondaire, il a fait état de ce que c'est près de 80%. C'est un gros chiffre, il faut le dire. Il va falloir forcément qu'on souhaite que ça bouge, pour que, comme l'a dit Eman, qu'on ne soit pas la veille de la rentrée à ce mois fond. Les parents n'ont pas fini de régler le casse-tête des fournitures scolaires, de tout ce qu'il y a autour. Il faut on va aborder cet aspect tout à l'heure. Voilà. Je voudrais rappeler ce qu'on a entendu vendredi dernier au niveau de la bourse de travail dans le rang donc, de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, la FEDESEN, n'est-ce pas? Il y a bien d'aspects qui désolent ces acteurs. Il parle du non-respect des nombreux engagements pris depuis des années, les réformes imposées sans un minimum de concertation en amont avec les travailleurs. Il y a le retard ou au moins le blocage carrément de la parution des actes administratifs, l'absence de soutien et d'accompagnement aux écoles et universités. Et donc, il y a bien d'aspects, parce que je me souviens qu'on a reçu le secrétaire général de la COSI Bénin qui est revenu, je dirais, de fond en comble sur ces différents aspects et qui sont la plupart du temps présentés au niveau de la table de négociation quand il y a rencontre entre gouvernement, syndicats, pour ne pas dire gouvernement et les acteurs et les partenaires sociaux. Herman, est-ce que vous comprenez comment dans le système, dans l'administration, les choses puissent se traîner de manière à mettre les acteurs en difficulté? Il est difficile de comprendre cette démarche-là quand vous avez en face de vous des partenaires sociaux qui, pour la plupart, sont revenus sur les mêmes problèmes. Vous avez rappelé tantôt la COSI Bénin, Noël Chadaré, qui est revenu de fond en comble sur ces différentes revendications. La FEDESEN, à travers la CSA Bénin, revient là-dessus. Et la fois dernière, on a d'ailleurs évoqué cet atelier qui, semble-t-il, a évalué les AME sans que les AME même ne soient sur le terrain. Je ne sais pas si par la suite, après nos interventions, si le lendemain, on a dû faire appel aux AME pour les entendre, au moins sur leurs conditions de vie. Je pense que quand on parle de réforme engagée sans un minimum de concertation, je pense que c'est quand même la chose, je dirais, la plus partagée. Ou alors peut-être que la routine est passée par là, on s'est dit, bon, on les maîtrise déjà assez, on peut faire leur bonheur sans les concerter. Je pense que nous sommes ici dans le système éducatif, où l'enseignant a quand même besoin d'exposer un tant soit peu ses problèmes, ses préoccupations. Quand vous avez par exemple un enseignant, vous vous rappelez dans ce pays, il avait été imposé aux enseignants de se mettre en blouse. Parce qu'on a estimé que des enseignants, surtout les femmes, s'habillaient très mal et tout, et qu'il fallait une certaine une forme d'uniforme, un code vestimentaire pour cadrer les choses. Après, c'est devenu quoi? Bref, c'est tombé quelque part et on évolue avec. Je pense que nous sommes dans un système, on parle de sincérité dans le dialogue. Qui aujourd'hui n'est pas sincère? Est-ce que c'est ceux qui, depuis des années, n'ont pas eu leurs revendications satisfaites, mais qui ont continué à travailler, qui sont insincères, ou alors c'est le gouvernement qui leur promet, qui n'est pas sincère. C'est-à-dire qu'à ce niveau, je pense qu'on aurait dû avoir sur ce plateau quelqu'un de la FEDESEN et quelqu'un du gouvernement, ou quelqu'un de la COSI, ou quelqu'un de la CSA et quelqu'un du gouvernement pour savoir nous dire exactement à quel niveau ça cloche. Parce qu'on dit 19 septembre. Mais écoutez, 19 septembre, quand on prend les AME, ils doivent attendre peut-être fin octobre avant de prendre le premier salaire. Alors que c'est des gens qui doivent aller à l'école donner des cours. Qui doivent s'apprêter. Parce que s'il faut rester 3-4 mois sans salaire et reprendre les cours sans un minimum de préparation, ça pose problème, non? Ces enseignants, je pense qu'ils reprennent les cours avec des têtes, beaucoup.
parce qu'il faut pouvoir passer de là quelque part, commencer et commencer par essayer d'être là petitement. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête avec ce système-là et qu'on essaye d'améliorer un peu les conditions pour que nos enfants se sentent mieux à l'école. D'accord. Alors, il y a un autre rendez-vous qui est pour demain. Je crois que le gouvernement va rencontrer les travailleurs, notamment les enseignants, pour parler des grandes lignes, je crois, de la rentrée scolaire. On sait qu'il y a bien de revendications, puisque très rapidement, si vous permettez, je vais revenir sur les aspects évoqués par la Fédération des syndicats de l'éducation nationale. Cette fois-ci, c'est dans le monde du supérieur. On parle du paiement des primes de publication aux enseignants de l'université d'Abomey-Calavi et de l'université de Parakou avant octobre 2022. Ça, c'est une exigence afin de permettre à ceux qui iront à la retraite d'entrer dans leurs droits sans d'autres formalités administratives. Il y a le lancement effectif de la plateforme des aspirants et le recrutement effectif des assistants avant la rentrée universitaire. Si on continue, comme on dit, on ne va pas quitter ici très rapidement, comme le disent les Ivoiriens. Hakim Seydou Esseni, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre qui est annoncée pour le 8 septembre? Ce serait donc demain entre le gouvernement et les travailleurs, de manière à ce que les choses se décantent. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre que, au terme de la rencontre prévue pour demain, qui est des impacts constatés sur le terrain. Je ne sais pas si demain permettra de solutionner les différentes revendications qui sont sur la table depuis plusieurs années déjà. C'est pas demain, certainement, qu'on entendra au sortir que la revendication des anciens du supérieur, le paiement donc de leur publication, ces revendications soient effectives. C'est peut-être pas demain qu'il faut espérer entendre que les enseignants, les AME vont se voir demain payer 12 mois sur 12. Je ne crois pas. De toute façon, les revendications dont il est question, elles ne sont pas nouvelles. Elles sont connues depuis déjà des lustres par les différents partenaires sociaux. Quand il dit partenaires, ce sont les responsables des centrales et confédérations syndicales et le gouvernement, bien évidemment, avec à côté le patronat qui fait son entrée donc, dans les échanges. Si vous allez à la Bourse du Travail, la COSI vous dira qu'elle espère que ça va bouger après la rencontre de demain. La CSABINA vous dira la même chose. La CGTB, tous les responsables syndicaux vous diront la même chose. Je ne sais pas ce que ça donnera comme suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se rencontrer demain, c'est qu'ils vont encore échanger à nouveau sur les revendications déjà connues. C'est que, et puis à l'arrivée, peut-être qu'on en arrivera à proposer, mettons quoi, un calendrier, un agenda de rencontres prochaines. Mais dans l'autre des cas, c'est que les revendications sont là et toute personne qui a envie de voir les choses véritablement bouger en ce qui concerne les conditions de travail de ce secteur d'activité, si je puis ainsi m'exprimer, il faudrait bien que les revendications soient satisfaites. C'est-à-dire que demain, quand ils vont se rencontrer, les AME voudraient espérer qu'on dise que le 19 octobre prochain, qu'ils auront tout au moins le premier paye, que ça n'attendra pas 3 mois après, ainsi de suite. Parce que si les choses avaient été faites autrement, peut-être qu'on n'assisterait pas à les implications malencontreuses ou douloureuses dont on a souvent fait écho. Donc moi, j'attends juste que ça bouge. Je ne sais pas si demain on verra la fumée blanche. Mais bon, c'est déjà pas mal que de savoir qu'ils vont se rencontrer demain. Oui. C'est déjà pas mal de savoir que les préoccupations énoncées ne tombent pas dans les oreilles de sourds et que tout au moins l'écoute et participe au moins d'un début de solution et des revendications qui sont mais ils se rencontrent régulièrement. Cette fois-ci, c'est la deuxième session où le gouvernement doit rencontrer les centrales syndicales représentatives et chaque fois, c'est les mêmes choses. Quand vous avez écouté la dernière fois Noël Chadaré, c'était les mêmes choses. On a écouté le porte-parole des AME, c'est les mêmes coups de gueule, c'est les mêmes cris de cœur, mais il y a des oreilles d'un côté qui, ma foi, n'écoutent pas et ne font pas accélérer les choses. Je voudrais laisser cette caricature aux responsables syndicaux. Ils ont les mots justes pour décrire la situation. Mais moi, je vais au constat.
le constat que vous faites d'ailleurs avec moi de ce qui est bien. Les rencontres, on les a eues plusieurs fois. On a l'impression que ça ne bouge pas. On se parle, mais on ne s'écoute pas. C'est l'impression toujours qu'on a parce que dans les actes, dans les implications, on n'a pas l'impression que les différentes parties s'écoutent pour véritablement trouver une solution aux différentes revendications du corps enseignant. Et c'est certainement déplorable. Non, demain, ils seront entendus à nouveau. Ils vont entendre à nouveau les ministres des 3 heures de l'éducation. Moi, comme je l'ai dit dans l'une de mes prises de parole, la qualité des ministres, des interlocuteurs m'intéresse. Et c'est pour ça que ça m'embête que ça ne bouge pas. Moi, franchement, parce que je ne ferai pas un procès à Yves Kouaro de la même manière que j'en aurais fait peut-être à un autre ministre par rapport à la posture de la personne. Parce que ce sont des acteurs qui connaissent la maison, comme on dit. La posture du ministre Yves Chabi Kouaro inspire confiance. Parce que c'est un cadre qui est élaboré au niveau de ce ministère. Il n'est pas venu d'ailleurs. Et il est à la base quand même de plusieurs curricula, de plusieurs modus, je dirais, de propositions, de gestion des ressources humaines. Et donc, ce n'est qu'un grade en dessus qu'il occupe désormais. Et donc, j'estime que ça devait pouvoir normalement bouger. Madame de l'enseignement supérieur a déjà fait, je dirais, l'exercice de ministre de la République. Donc, elle n'est pas à son premier coup d'essai. Elle connaît un peu le fonctionnement et tout ce qui est autour. Peut-être que le cadre a changé. Peut-être que les interlocuteurs, c'est-à-dire quoi, ça n'est plus le chef de l'État sur lequel elle avait servi, mais c'est quand même un portefeuille qu'elle a eu le temps de gérer. Elle est du monde de l'enseignement supérieur. C'est un professeur au RAB. Et donc, les revendications exprimées là que vous avez vues tout à l'heure ne sont pas nouvelles à Madame Éléonore Yaïla Descamps. Donc, je me dis que ce sont des personnalités, ce sont des ministres de la République qui quand même sont au fait des réalités que vivent leurs différents acteurs au niveau de leur ministère pris individuellement. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire, un inspecteur de l'enseignement primaire. Et donc, en réalité aussi, maîtrisant les rouages et le fonctionnement, je dirais, de ce corps. Il connaît un peu comment est-ce que ça fait douloureux de ne pas se voir payer un mois, de ne pas se voir payer 2, 4, 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils connaissent tous autant qu'ils sont quand même, je dirais, les difficultés que vivent en ce moment ceux qui sont à la revendication. Ils revendiquent des choses justes et nobles, bien entendu. Et pourquoi ça n'évolue pas? En fait, la grosse interrogation est là. Je vais faire la question à Herman pour voir si, n'est-ce pas, il arrive à comprendre. Vous voyez, entre autres problèmes qu'on pense pouvoir aborder demain au cours de cette deuxième session entre le gouvernement et les centrales syndicales représentatives, n'est-ce pas? On parle de la revalorisation des salaires des enseignants depuis 2008, la fonction aussi la formation, la formation initiale des agents contractuels de droit public d'État des promotions 2012 et 2014, la prise en compte des avancements des professeurs certifiés de l'année 2014, sans oublier un certain nombre de problèmes qu'on nous ressasse régulièrement. Mais apparemment, rien ne bouge. Je voudrais qu'on aborde, Herman, si vous permettez, la question de la revalorisation des salaires. Depuis 2008, il y a la cherté de la vie, il y a tout ce qui va avec, mais bon, signature. Oui, c'est un gouvernement qui nous a montré quand même une certaine volonté quand il s'agit de prendre certaines décisions. Vous n'allez pas me dire que depuis que Patrice Talon est là, il n'y a pas eu de décisions fortes qui ont été prises. Non, des décisions ont été prises. Sauf qu'ici, on parle de revalorisation des salaires. Vous avez dit, le gouvernement a annoncé d'ailleurs une augmentation des salaires dont on attend jusque-là la fumée blanche. Est-ce que ça aura lieu en novembre prochain? Est-ce que ça aura lieu dans les prochains jours? Bien malin qui peut le dire. Parce qu'on nous parle d'une certaine cagnotte qui va forcément faire saigner un peu les poches de l'État. Cela dit, je pense que oui, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Donc ça piétine d'ailleurs, ça piétine peut-être parce qu'il y a la routine qui s'est installée aussi. Ça piétine peut-être parce que ça dépend de ce qu'on va dire au chef de l'État, si on estime que oui. Parce qu'il est intéressant déjà de reconnaître que les centrales ne boycottent pas les rencontres. Et pourtant, on se rencontre chaque fois, on parle et puis chacun se lève, s'en va et on revient avec les mêmes problèmes. Parce que demain va s'ouvrir la deuxième session des négociations collectives, commission de négociation et tout. On nous annonce que ça aura lieu à l'Infosec à partir de 10h. Bon voilà, le ministre d'État sera là, mais accompagné de ses collègues.
ils vont échanger avec les représentants des confédérations syndicales qui sont d'ailleurs déjà désignés. On sait déjà qui vient avec son représentant également. Ils vont échanger à la fin. Ils vont partir et nous annoncer les couleurs. Lesquelles couleurs vont rester le vert, jaune et le rouge, le drapeau national, jusqu'à ce que l'année prochaine, on revienne encore sur certaines choses. Parce que aujourd'hui, je pense que ce qui gêne, et Hakim est revenu là-dessus, c'est que ce soit des acteurs clés du système qui soient à la tête de ces systèmes-là et qui aujourd'hui ne semblent pas faire bouger les choses. Quand on me dit par exemple qu'il faut une liste d'aspirants, parce que l'idée a germé qu'il faut désormais avoir aussi des aspirants à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça coûte? C'est de ça que parlait Hakim tout à l'heure, puisqu'on veut faire l'expérience au niveau du primaire. On a déjà annoncé les recrutements et tout, donc des docteurs, des doctorants, des CISA sont déjà, ils savent déjà, que nous aspirons à enseigner au niveau de l'enseignement supérieur, mais ils attendent toujours qu'on leur dise, voilà, désormais la liste. Je pense que, pour ma part, c'est des dispositions qui urgent. Et si demain, on peut être démenti, je pense que c'est tout ce qu'on souhaite. Que demain, on puisse dire, le gouvernement, après ces vacances, a déjà analysé ça, et désormais, vous aurez et vient avec la bonne nouvelle, aussi bien aux enseignants, aux apprenants, qu'aux parents. On pourra dire à des mousses papa. D'accord. Allez, l'expérience donc des AME qu'on veut faire au niveau du primaire. Demain, il va s'agir des diligences faites dans le cadre de la rentrée 2022. Comme ça a été le cas, il y a un an exactement, dans la même période où, le ministre Ablebio Tiané, donc la commission a rencontré les responsables des centrales et confédérations syndicales pour se pencher sur les diligences faites en ce qui concerne la rentrée des classes. Et entre autres diligences faites en son temps, vous vous souvenez peut-être en période de pluie et consort, il fallait forcément travailler à proposer, je dirais, les dispositifs qui permettent aux enfants de véritablement commencer les cours le jour de la rentrée, parce qu'il y a des zones inondées. N'oubliez pas que nous sommes dans une période où on se plaint de l'inondation. Il y a plusieurs zones qui sont coupées du reste du monde. Si on ne relie si on ne relie pas, par exemple, les ponts au niveau de certaines localités, s'il faut les utiliser pour se rendre au cours, ça veut dire que les cours commenceront le 19 ailleurs et ne commenceront jamais dans ces zones-là. Ça fait partie des diligences les diligences faites dans le cadre de la rentrée des classes 2022. Il y a des zones où, ainsi de suite, les anciens ne sont pas déployés, tout ce qu'il y a autour. Donc, vous voyez, c'est un panorama, je dirais, de dispositions à prendre dans le cadre de la rentrée des classes. Certainement que c'est ça qui va être, c'est de ça qu'il va s'agir, même pas certainement c'est ça qui va s'agir, c'est le principal point inscrit à l'ordre du jour. Donc, revalorisation, consort, ça va être dans les divers, si tant est que ça va être abordé. Mais le principal point, le principal sujet Wahab, ce sont les diligences qui sont faites dans le cadre de la rentrée des classes 2022. De toute évidence, c'est que, entre autres diligences, c'est que les revendications qui sont ainsi citées font partie des éléments qui, pour le monde enseignant, constituent des conditions sine qua non pour la reprise effective des cours. De quoi il va s'agir? Est-ce qu'à la fin, on entendra dire qu'il va être boycotté? De toute façon, c'est un langage qui n'est plus d'actualité. Les responsables syndicaux font contre mauvaise fortune bon cœur, et puis ça évolue. Quelle va être l'implication de cette attitude dans le futur? Mais bon, on reste tout pantois à regarder. Maintenant, quand vous parlez de l'expérience des AME, on l'a fait déjà au niveau du secondaire, on va l'étendre maintenant au niveau du primaire. Est-ce que vous pensez qu'avec au supérieur, parce qu'il faut l'étendre à ces trois ordres de l'enseignement, est-ce que vous pensez que l'expérience du secondaire telle que décrit et décriée par les différents acteurs va motiver ceux qu'on dit aspirants à faire l'expérience au niveau du primaire? On connaît déjà le nombre. Ceux qui sont déployés, c'est 1000 et quelques. Donc, motivés ou pas motivés, c'est qu'il y en a qui prennent le risque, qui iront au charbon. Et puis après, on verra si oui ou non ils ont eu des raisons d'y être. Non, il aurait fallu souhaiter que des compatriotes acceptent de venir. Parce que lorsqu'on parle d'aspirants, ça veut dire qu'il y a un gap à combler au niveau, donc, je dirais, des ressources humaines. Ensuite, non seulement au niveau du secondaire, mais également au niveau du primaire. Parce que déjà au secondaire, vous avez entendu la dernière fois le porte-parole des AME qui disait que les heures exécutées, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que s'ils n'avaient même pas été là, même dans les conditions normales, ça n'aurait pas été possible que les enfants puissent avoir suffisamment d'enseignants devant eux. Donc, du coup, leur importance est indescriptible, est effective. De la même manière, au niveau du primaire, maternelle primaire,
c'est que, eh bien, on se rend compte qu'on a besoin d'un personnel parce que, eh bien, il y en a qui partent à la retraite. Nous sommes en septembre, peut-être certains vont faire valoir leur droit à la retraite en septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, il faut forcément proposer du sang neuf. Et ce sang neuf, ce sont les aspirants au métier de l'enseignement. On a évalué la dernière fois au niveau de la loi administrative. Vous vous rappelez qu'on a fait le débat ici. Qu'est-ce qui a été retenu au terme de cette évaluation? Parce que si on veut maintenant expérimenter la même trouvaille au niveau du primaire, c'est que forcément on a dû s'arc-bouter sur ce qui s'est fait au niveau du secondaire pour forcément corriger ce qui va se faire au niveau du primaire. Je crois qu'il nous revient certainement d'aller comprendre, de faire le bilan avec les responsables au niveau donc de ces 3 heures de l'éducation, de l'enseignement secondaire, de ce qui a été fait de façon concrète au terme, je dirais, de l'expérience des aspirants au niveau du secondaire. C'est au regard de ça que certainement on aboutit au primaire. Et quelles sont les garanties que nous avons de ce qu'est bien au niveau du primaire également? On n'aura plus les mêmes récriminations qui sont faites à ceux qui ont fait l'expérience au niveau du secondaire. Donc je crois que il nous faut forcément des voies les plus autorisées pour qu'on puisse comprendre de fond en comble les tenants et aboutissants de la trouvaille de ces aspirants au niveau également du primaire. C'est aussi espérer que les points focaux des différents ministères, n'est-ce pas, notamment au niveau de ces 3 ordres, puissent se montrer un peu disponibles et nous faciliter la tâche en ce qui concerne les personnes ressources à avoir sur le plateau. Il faut préciser que ce n'est pas toujours facile. On a fait l'exercice, c'est quelque peu périlleux. Oui, Emmanuel Nyambosso, vous voulez dire? Oui, c'est bien que Hakimé fasse un peu le rappel et nous dise qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sans doute vont faire valoir le droit à la retraite, pour finir par poser la question de savoir si l'école béninoise va se nourrir d'aspirants ou alors s'il y a un mécanisme après qui est prévu pour des recrutements, parce que n'oubliez pas, on ne peut pas rester éternellement aspirant. La COSI Bénin, le secrétaire général a rappelé également cette question-là. Est-ce qu'il ne faut pas recruter? Est-ce qu'il faut garder les gens dans l'aspirana? Et n'oubliez pas que quand la fois dernière, quand on a reçu le porte-parole à la communication de ce monde-là, il nous a dit qu'il y a des aspirants qui ont démissionné en plein processus, qui ont démissionné. Et donc on a dû pouvoir leur remplacement sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens soient en sécurité? Parce que si je ne suis pas en sécurité dans un boulot, je guette la moindre occasion pour prendre la déménager. Et donc je pense qu'il faut également poser le problème en ces termes et donc appeler demain à une sincérité dans le dialogue social. Les syndicats, oui, on les connaît pour leurs revendications et tout, que l'État puisse le dire, voici le niveau où nous pouvons atteindre. Et voici jusqu'où nous ne pouvons pas aller très loin dans vos revendications. Parce que si on le fait comme ça permet à chaque camp de savoir... Vous proposez qu'on aille au cas par cas, qu'on prenne les urgences, les priorités, les traiter dans des délais raisonnables, donner satisfaction aux acteurs et soulager tout le monde. Et que vendredi, on puisse avoir un des représentants des secrétaires généraux sur ce plateau pour nous dire, oui, sur telle revendication, on est satisfait, et sur telle autre, on attend. Voilà, c'est ce qu'on attend. Voilà, on va donc compter sur la disponibilité de Noël Chadaré, n'est-ce pas, sans doute vendredi, tel que vous le suggérez, pour qu'on sache qu'est-ce qui a été dit de façon fondamentale au niveau donc au cours donc de cette rencontre qui est prévue demain. Je voudrais qu'on puisse aborder un tout petit aspect avant de prendre Maître Alessandrine Saizonou Bédier qui nous propose son éclairage sur l'adoption internationale telle que prévue par les tests en République du Bénin. Hakimé Sédou Seni, est-ce qu'il ne faut pas attendre ou espérer, je dirais, la surveillance du gouvernement, des acteurs, des ministres en charge de l'éducation en ce qui concerne, je dirais, le faux coût et les faux frais que nous mettent, je dirais, à la gorge la plupart du temps, les écoles privées notamment. Vous parlez d'une affaire. Oui, c'est vrai qu'on aura suffisamment de temps pour élaborer autour, mais je voudrais 2 mots pour que cela soit un peu comme, je ne sais pas, signe annonciateur. J'ai l'impression que il y a des no-man's-land au niveau de l'enseignement privé. C'est ça, le secteur privé. Et où j'ai l'impression, chacun y va. C'est un laisser-aller, c'est l'impression que j'ai, de gestion et de conduite dans ce secteur-là. C'est vrai, ça il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître que les établissements n'ont pas la même envergure, ne proposent pas les mêmes commodités. Si vous avez souhaité mettre votre enfant dans une école privée où
eh bien, tout est carrelé. Et que, eh bien, il y a plusieurs commodités Wahab. Oui. C'est que, eh bien, on a dû débourser pour payer ces commodités-là. Et dans ce qu'on a déboursé, eh bien, il y a forcément votre participation. Et donc, du coup, ça peut expliquer que la seule chose que je veux espérer, c'est que véritablement, les ministères de l'Éducation puissent nous dire et leur dire jusqu'où ne pas aller loin. C'est-à-dire que quand, par exemple, et ça c'est devenu une habitude, on a dit que la rentrée, c'est pas le 19, la rentrée a commencé depuis déjà plusieurs jours dans certains établissements. Oui. C'est parce que... pas seulement dans certains établissements, c'est que même déjà dans la tête de beaucoup... Il y a plusieurs types de rentrées. Il y a la rentrée au niveau des parents, bien naturellement, et puis il y a tout ce qui est autour, la rentrée parentale, et puis la rentrée, tout ce qui est autour. C'est de ça que les questions. C'est-à-dire que déjà 4, 5 ou 6 jours, une semaine, 2 semaines déjà en arrière, c'est qu'on a commencé par vous rappeler que vous devez passer réinscrire votre enfant. Votre enfant est dans l'école. On vous demande de le réinscrire, c'est-à-dire de confirmer qu'il ne partira pas de l'école. Chose certainement normale pour permettre de maîtriser le flux et l'effectif de l'établissement. Ça, j'ai rien contre. Mais réinscrire votre enfant équivaut à un frais tout particulier. Vous tapez pour certains 30 000, 25 15 000 par endroit. J'avais espéré que ce soit déductible de la contribution des frais d'écolage à l'arrivée. Si l'écolage, c'est peut-être 150 000, quand vous réinscrivez ça, quand vous apportez la garantie que votre enfant reprend les cours, eh bien, vous avez peut-être payé 30 000 francs. C'est qu'à l'arrivée, on doit pouvoir déduire ça de la contribution qui a été faite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On vous récupère les 30 000. On vous dit que votre enfant doit payer pour une assurance, alors que vous-même, vous avez déjà souscrit pour une assurance. C'est-à-dire que votre enfant est malade, il doit pouvoir profiter de cette assurance, mais vous souscrivez à une autre assurance. Et cette assurance-là, ça donne quoi? Paracétamol, parce que je sais de quoi je parle, parce qu'étant parent d'élève. Donc, encore des fois, quand votre enfant est malade, on a même des difficultés à avoir de crédit pour vous appeler, pour venir s'occuper de votre enfant. La seule chose qui est faite en ce moment, et ça j'ai salué ça, je vous explique que ça va respecter, on a le temps de suivre ça de très près, c'est la liste des fournitures scolaires que le ministère a publié. C'est une particularité. C'est une particularité. Chaque parent sait que pour son enfant qui est en 6e, en 5e, 4e, 3e, 2e, 1e terminale, voici la fourniture, ça s'arrête là. Le nombre de cahiers, le nombre de machins et consorts qu'il faut acheter pour son enfant. Lorsque les établissements privés vont se hasarder à nous proposer une autre liste de fournitures scolaires qui est en contradiction avec ce que les ministères de l'Éducation ont fait publier, je ne savais pas que j'avais sur le plateau, je ne sais pas, un syndicat des parents d'élèves. Emma la négociation. Non, c'est c'est-à-dire il y a plusieurs formules pour gruger les parents d'élèves. Et suivant que vous êtes d'une école privée à une autre, en réalité, ne sont pas les mêmes. C'est vrai, ailleurs, vous payez comme réinscription 30 000 francs, ailleurs, c'est 5 000 francs pour certains. Donc, il y en a qui sont très contents, ailleurs, c'est 10 000 francs. Et donc, vous voyez, c'est vrai que le gouvernement a réglé des situations en faisant en sorte que les parents aient une idée claire des listes de fournitures. Ici, il ne s'agit pas des manuels, mais il s'agit des listes de fournitures. Même les manuels sont prévus. Fraternité a publié toute la liste. Vous savez que dans telle classe, il faut tel nombre de cahiers, de tel nombre de pages. Et donc, si en fonction de ça, les parents ont pris les dispositions pour que ça se fasse comme ça, je pense que les écoles privées n'ont grand intérêt qu'à respecter. Et la FEDECEN est revenue là-dessus pour dire qu'on puisse offrir à ces écoles privées-là des conditions pour que les apprenants, les parents d'élèves soient au moins épanouis. Parce qu'on n'a pas fait l'option d'inscrire nos enfants dans le privé sans une défaillance au niveau du public. C'est vrai que ça se corrige maintenant. D'accord, beaucoup de choses à dire. On aura suffisamment de temps pour élaborer. Je vais peut-être me faire des ennemis ce matin. Ce sont les écoles confessionnelles. Il faut avoir le courage de le dire. D'accord, Akime, on va y revenir. Le temps passe vite. Je voudrais qu'on consacre de temps à Maître Alessandrine Saïzonou Bédier qui nous propose son éclairage sur la notion de l'adoption en République du Bénin. Oui. D'accord. Allez, on va faire un tour à la régie alors. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay, guys, listen. We have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. D'accord. Maître Alessandre de Saizonu Bédier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre disponibilité, je dirais, traditionnelle à nous apporter votre éclairage. Mercredi dernier, Emmanuel Nebossou, on évoquait avec Maître Alessandre de Saizonu Bédier la notion de l'adoption. Cette fois-ci, on veut mettre un accent particulier sur l'adoption internationale. Oui, on a commencé par aborder les dispositions de l'article 62 et suivant du Code de l'enfant qui parle donc qui traite de l'adoption. On a commencé à parler des enfants qui peuvent être des enfants qui sont concernés par l'adoption. On a parlé des conditions de l'adoption. Aujourd'hui, on va rapidement, avant d'aller à l'adoption internationale, on va parler des spécificités de l'adoption plénière, maître. Merci, M. Aniambosso. Les spécificités pour l'adoption plénière, il faut d'abord que les parents comprennent que en donnant leur consentement pour ce type d'adoption, c'est que l'enfant n'aura plus aucun lien de filiation avec eux. Effectivement. Donc c'est la spécificité de l'adoption plénière. L'enfant, le lien de famille d'origine de l'enfant est substitué par le lien de filiation entre les adoptants de la famille d'adoption. Ensuite, par rapport à l'adoption plénière, il faut qu'il y ait une différence de 15 ans entre les adoptants et l'enfant à adopter. D'accord. 15 ans d'âge. 15 ans d'âge. Si l'enfant a 15 ans d'âge, il faut que l'enfant donne son consentement à l'adoption. D'accord. Nécessairement. Il faut que l'enfant donne son consentement à l'adoption. L'autre spécificité, c'est que l'adoption plénière est irrévocable. Une fois que les conditions, le consentement a été donné de manière valable et que le délai pour rétracter son consentement est passé. Et que de 3 mois. De 3 mois, que l'enfant a été placé en famille et que la décision d'adoption est intervenue, l'adoption plénière... On ne peut plus changer d'avis. Est irrévocable. Donc, ce sont les spécificités de l'adoption plénière. Oui, l'article 72 parle de la restitution de l'enfant. Ça veut dire que quand le consentement n'est pas acquis, on peut restituer encore l'enfant à ses parents, simplement. Au niveau, avant le prononcé de l'adoption. D'accord. Et avant donc le délai de 3 mois. De 3 mois, non. Avant, d'abord, le consentement doit être donné si les parents vivent. Si les parents ne sont pas vivants et que les parents n'ont pas consenti à l'adoption ou le conseil de famille ne s'est pas réuni et que c'est un enfant à abandonner, il faut que la déclaration, il faut qu'il y ait un jugement de déclaration judiciaire d'abandon de cet enfant. Et c'est à partir de là que l'enfant est adoptable. Et lorsque l'enfant est adoptable, on présente une requête
au tribunal, au président du tribunal, pour demander que cet enfant soit placé dans votre famille en vue de l'adoption pour une période d'1 an. Pour l'adoption plénière, l'enfant doit être placé au préalable dans la famille des adoptants pendant 1 année, où on voit si l'enfant est réellement intégré. Et c'est pendant cette phase-là où l'enfant n'a pas le consentement, ils ont le temps encore de revenir sur le consentement. Mais une fois que le placement et l'enfant est placé provisoirement, il faut que l'adoption soit révoquée, il faut des motifs graves, des motifs... voilà. Et comment se déroule le jugement aux fins d'adoption, très rapidement? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut présenter une requête. Il faut présenter une requête au président du tribunal qui l'a faite au juge compétent. Nous appelons ça juge des affaires matrimoniales et de l'enfance. Et le juge, il faut certaines pièces, là, de naissance, des pièces pour justifier de leurs moyens financiers, là, de naissance de l'enfant, leur volonté, une requête, un engagement et tout. Il y a toute une liste de pièces, leur casier judiciaire et tout. Et tout dépend de l'adoption. Si c'est une adoption simple ou l'adoption plénière, comme je le dis, ou une adoption internationale. Donc les pièces varient selon le type d'adoption. C'est vrai qu'en droit on parle de consentement entre les parties, mais est-ce qu'il peut arriver qu'une tierce personne s'oppose à cette adoption-là? Et bien sûr. La famille, par exemple, je prends un enfant dont les parents sont décédés. En principe, c'est le conseil de famille qui doit pouvoir se réunir et consentir. S'il leur refuse, on se réfère au juge des enfants qui dira, en tout cas pour le juge, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui compte. Pour voir si cet enfant, dans l'adoption, sera plus épanoui ou si c'est avec telle personne ou autre. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une enquête de moralité qui est faite, je dirais, au niveau du juge pour s'assurer que la famille d'accueil a la moralité qu'il faut. Sincèrement, je n'ai pas vu un juge ordonner une enquête sociale par rapport aux adoptants. Et vous posez une question assez pertinente parce qu'il faudra qu'on commence à le faire. Parce qu'il se peut que, par exemple, dans le quartier, les gens aient des témoignages qui montrent que la famille d'accueil n'est vraiment pas exemplaire. Non, malheureusement, le juge ne fait pas ce contrôle a priori lorsque les pièces requises par la loi sont dans le dossier et tout, et que les parents ont consenti. Le reste, le juge ne cherche pas. Mais toute personne qui a intérêt, parce que nous avons dit, il faut, et chacun de nous est garant de l'autre. Si on apprend, par exemple, que le voisin veut adopter un enfant, alors qu'on sait que celui-là, quand il a, même ses propres enfants sont violés, la personne peut souffler ça, peut alerter. Maître, on aborde les dispositions de l'article 100 du Code de l'enfant, les conditions spécifiques de l'adoption internationale. Très rapidement, quelles sont ces conditions? Par rapport à l'adoption internationale, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Il y a la Convention de La Haye qui, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui intervient. Et cette convention a été adoptée et est entrée en vigueur au Bénin le 1er octobre 2018. D'accord. Si je ne m'abuse. Donc, il y a des adoptions, des procédures d'adoption qui ont été déjà introduites avant le 1er octobre 2018. Donc, il y a une procédure qui est suivie. D'accord. Et après le 1er octobre 2018, c'est une autre procédure. Aujourd'hui, l'adoption internationale ne se fait plus à l'interne. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, on vient, les adoptants venaient au Bénin, ils s'adressaient à une institution qui leur identifie un enfant et ils engagent la procédure. Maintenant, il y a une phase administrative et une phase judiciaire. Très bien. Après octobre 2018, c'est que les parents adoptants, quand ils sont étrangers, ils déposent leurs pièces à l'autorité centrale d'adoption de leur pays. Très bien. Et c'est l'autorité centrale d'adoption de leur pays qui envoie tous leurs dossiers à l'autorité centrale du Bénin. Très bien. Parce qu'il y a une autorité centrale pour l'adoption internationale au Bénin. D'accord. Et cette autorité centrale, pendant la phase administrative, d'abord au préalable, doit vérifier si c'est des parents qui ont consenti à l'adoption, si leur consentement est sincère, si ce n'est pas vicié, si ce n'est pas parce qu'on leur a promis de l'argent qu'ils ont accepté de consentir. Est-ce que si l'enfant a 12 ans à 15 ans,
il faut l'associer, lui demander, est-ce qu'on lui a expliqué, quand l'adoptant, soit adoptant ou plénière, que voilà les conséquences. Est-ce que l'enfant est informé? Est-ce que les pièces requises sont données? Est-ce que les parents ont l'âge requis? Est-ce que ils ont, quand ils sont mariés, est-ce qu'ils ont les 5 ans de mariage? Il y a ce préalable à faire. Lorsque tous les dossiers sont OK, l'autorité centrale donne son consentement et c'est là qu'on envoie le dossier au niveau des juridictions pour la procédure. Et là, c'est le juge qui reçoit, les parties posent les questions, vérifie et la procédure. Ainsi dit, ça se passe désormais d'État à État. Voilà. Ce n'est plus entre une ONG et puis... Une ONG qui voit. En principe, l'autorité centrale d'adoption doit avoir une liste des enfants adoptables. Il doit avoir une liste des enfants adoptables. Parce que justement, l'article 111 qui finit tout sur l'adoption dit... Les membres de l'autorité centrale sont nommés par décret du président de la République pris en Conseil des ministres. Oui, c'est ça. Ils ont été nommés, ils sont là. Bon, depuis un certain temps, mais j'avoue, je n'ai pas une visibilité sur les actions qui sont menées. C'est la première fois que j'entends parler d'une autorité centrale. Ah oui, ça existe. Et puis, moi, je ne sais pas si... Et puis, je n'ai pas vu, en tout cas, sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore eu des dossiers d'adoption pilotés par l'autorité centrale de début jusqu'à la fin. Je rappelle, 107, l'autorité centrale pour l'adoption internationale est composée de 7 membres. Un représentant du ministère chargé de l'enfance, qui est responsable de l'enfance, un responsable du ministère en charge de la justice, un représentant du ministère en charge de la sécurité, un représentant du ministère en charge des affaires étrangères, 3 représentants des réseaux et organisations de la société civile opérant dans le domaine de la protection. Je pense que vous en faites partie, vous aussi, non? Non, pas moi. Pas moi, je ne sais pas... Maître, on va conclure un peu, notre thème du jour. L'adoption internationale, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, il faut un élément d'extranéité, c'est-à-dire c'est des étrangers qui viennent adopter un enfant béninois. Ou c'est un enfant béninois adopté, mais avec résidence dans un pays étranger. Donc, une fois que l'enfant est parti, vous n'avez plus une maîtrise sur cet enfant-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des tests internationaux, la Convention de La Haye dont je vous ai parlé, pour réglementer cela. Donc, c'est une responsabilité de l'autorité centrale de bien gérer ce volet de l'adoption internationale. L'adoption nationale ne concerne pas l'autorité centrale. On a parlé de l'adoption internationale. Mais en ce qui concerne les enfants adoptables, je pense qu'il est temps au Bénin que l'on puisse avoir une idée des enfants qui sont en situation difficile, des enfants qui sont adoptables au niveau de nos diverses institutions. Un effort est fait aujourd'hui où on essaie de... Il y a des tests qui organisent ce que nous appelons orphelinat, les centres de transit et tous les crèches et autres au Bénin aujourd'hui, tout cela pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité de ce que l'on fait de nos enfants, des enfants en danger moral, des enfants en détresse. Que la traite des enfants cesse, parce qu'il y a beaucoup de traite des enfants. Et avant la mise en place de cette autorité centrale, je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a eu beaucoup de traite. Vous voyez des fois à l'audience des adoptants et vous vous demandez, des gitans qui viennent, et excusez-moi, avec tout le respect que je dois à ceux-ci, qui viennent adopter nos enfants. Vous voyez des gens avec des cheveux ébouriffés qui viennent, des gens avec des boucles d'oreilles dans toutes les oreilles qui viennent prendre nos enfants. Et je trouve que quelque part... Il y a un véritable problème qui se pose. Et on ne sait pas ce que c'est d'enfants. J'en ai fait beaucoup d'adoptions également, mais j'exige toutes les adoptions que j'ai eu à faire en mon cabinet. J'exige quand c'est une adoption internationale, qu'on me fasse tenir un rapport jusqu'à l'âge de 18 ans de l'enfant, jusqu'à la majorité de l'enfant. Au moins, je sais si l'enfant est bien entretenu, l'enfant est tué, et l'enfant, à un moment donné, est autonome et peut se défendre. Donc, il faudra que chacun puisse faire attention. Nous parlons d'enfants. Les enfants, c'est un bijou, c'est un don de Dieu. Et nous devons pouvoir faire en sorte que ces enfants-là vivent sainement et vivent pleinement et s'épanouissent dans la paix et le bonheur. Si vous voulez connaître tout sur l'adoption, parcourez les dispositions de l'article
62 à 111 du Code de l'enfant et faisons recours également à la Convention de la Haye. La Convention de la Haye, oui. Ouais. La Convention de la Haye. Et puis il y a un ouvrage, je ne fais pas de la publicité. Non, allez-y. Le parti de l'adoption du juge Malik Kossou. Oui. Vous avez tout sur l'adoption. Tout est de manière, c'est dit. On peut voir la couverture là. La couverture de livre. D'accord. Oui, on en a parlé, je l'ai reçu d'ailleurs. Ça doit être dans les librairies. En tout cas, si vous allez à la librairie Rachel, vous en trouverez. D'accord. Si le juge est dispo, nous, on le prend pour qu'il nous dise ce qu'on a c'est un livre formidable. Merci beaucoup, maître Alessandrine. Merci beaucoup. Herman Agnambosso, merci beaucoup. On va poursuivre tout demain avec vous, Herman Agnambosso. Allez, voici maintenant la revue de presse de Action Wakani Action. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité telle que relayée ce matin dans les publications, c'est la réaction du gouvernement au sujet du relogement des sinistrés de Khoulakodji à Diéfa. Le challenge indique que le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, monte au créneau et met en garde car l'administration Talon a fait toutes les diligences. La Nation d'expliquer que face à la presse le 6 septembre, José Tonato ne reconnaît pas l'existence de sinistrés non relogés et relève des insuffisances dans la liste fournie par les plaignants. Pour l'événement précis, le ministre du cadre de vie, José Tonato, a, dans un communiqué en date du 5 septembre 2022, rétorqué les allégations mensongères de certains individus qui affirment que le gouvernement aurait oublié de reloger environ 200 ménages dans le cadre de l'opération de libération du quartier Khoulakodji, ici dans le 5e arrondissement de Cotonou. Dédiction du quotidien Le Matinal, Joseph Tonato confond les détracteurs. Matin Libre le cite qui dit « J'ai vidé le dossier de Khoulakodji et pour ce journal, Tonato était ferme et trop sûr de son affaire. » Dans le même temps, écrit Fraternité, la Fédération nationale des syndicats de l'éducation nationale affiliée à la Confédération des syndicats autonomes du Bénin hausse le ton en vue d'une année apaisée. Réunis le vendredi 2 septembre 2022, ces enseignants et autres acteurs du système éducatif ont exprimé leur ras-le-bol quant aux multiples frustrations et déceptions qu'ils subissent quotidiennement. Il s'agit du non-respect des nombreux engagements pris depuis des années, des réformes imposées sans un minimum de concertation en amont avec les travailleurs, du retard ou du moins le blocage carrément de la parution des actes administratifs et de l'absence de soutien et d'accompagnement aux écoles et universités privées. C'est donc à juste titre qu'il donne de la voix pour que ces manquements soient corrigés à cette rentrée, estime le journal, pendant que Bénin Intelligent renseigne que le Bénin a lancé le mardi 6 septembre le projet de surveillance des frontières terrestres et maritimes. Le dit projet a été négocié par le président Patrice Talon lors de sa visite en Norvège en 2018. Il consiste, selon les acteurs, à faire de la surveillance des frontières terrestres, notamment craquées, et il a conduit et de la mer. L'avantage du projet de surveillance des frontières terrestres et maritimes est de lutter contre la piraterie au niveau de la mer ainsi qu'au niveau des frontières. Fraternité estime que c'est un véritable instrument pour les forces de sécurité qui vont pouvoir lutter efficacement contre les activités au niveau des frontières. Le projet Vicin aura également un impact pour la vulgarisation et l'extension du port de Cotonou. C'est ainsi qu'il devient un élément clé de la stratégie de développement du gouvernement et un préalable afin d'assurer la sécurisation des investissements du secteur privé. Dans la suite, le déni de grossesse est une situation imprévisible aux conséquences désastreuses. Pour Bénin Intelligent qui relate qu'il arrive à des femmes de ne pas savoir qu'elles sont enceintes même jusqu'à 7 ou 8 mois de grossesse et pour cause, les symptômes sont absents ou mal interprétés. Ce phénomène appelé déni de grossesse est très éprouvant en cela que la venue d'un enfant se prépare depuis les tout premiers mois. Au journal, des citoyens se confient. Merci d'avoir été à l'écoute.
Allez, merci d'avoir suivi Actu Matin de bout en bout. On va se retrouver demain pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.